Bonjour à tous. On va commencer. Il y a un petit sondage qui a été lancé. Donc, si vous pouvez y répondre, ce serait bien. On va attendre que tout le monde se connecte. En attendant, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Maxime. Ça fait 10 ans que je suis kiné, 10 ans que je suis kiné du sport. Et j'ai travaillé 5 ans dans un cabinet de kiné du sport. Et maintenant, ça fait 5 ans que je suis kiné dans un club professionnel de rugby. Ce soir, on va présenter un peu un sujet qui est un peu à la mode en ce moment et qu'il y a des nouvelles publications qui sont sorties encore dans la semaine. Donc, on va parler des ischio-jambiers. Je vais essayer de vous faire un petit retour sur mon expérience et comment je traite cette pathologie. On va attendre que tout le monde se connecte et on commencera. Vous avez un onglet questions-réponses. Vous pouvez poser des questions par écrit. J'essaierai de vous répondre le plus possible et le mieux possible. Vous aurez aussi la possibilité, si vous voulez des questions au niveau du matériel ou de la commercialisation du matériel, ben, vous les posez et ce sera plus le commercial de K-Event qui vous répondra. On va essayer de se concentrer sur les questions sur les ischio-jambiers. Et puis voilà. Voilà, n'hésitez pas sinon à converser aussi. Dites-moi si vous m'entendez bien, s'il n'y a pas de problème au niveau du son. Parfait. On attend encore, il y en a quelques-uns qui sont pas connectés. Je ne sais pas si vous avez eu le sondage. Si vous pouvez y répondre, on va prendre 5 minutes le temps que tout le monde réponde à ce sondage et se connecte. Si vous voulez poser des questions, par contre, ne les posez pas dans converser, posez-les dans questions-réponses. Vous avez un onglet questions-réponses. Bon, bonjour à tous ceux qui se connectent. Salut Jean-Vincent. Salut Arnaud. Donc il en manque encore un peu, on va attendre, on va commencer vers 20h05 à peu près. Salut Mathieu. Il en reste encore un peu qui doivent se connecter. Je n'ai pas tout le monde encore. Il y a plein de monde que je connais qui s'est connecté ce soir, c'est sympa. On va essayer de faire un peu un truc familial. Ok. Bon, on attend une petite minute et on va commencer. On verra après au niveau des retardataires s'il y en a qui se connectent en plus. Donc, comme je le disais tout à l'heure quand on a démarré la session, on va parler des ischio-jambiers. J'attends un peu là encore que tout le monde se connecte. Donc, je remercie Kayavant pour ce webinaire à vous présenter. Je vais vous parler de tout ça et je vais vous partager du coup mon expérience sur un petit diaporama que je vous ai préparé. Hop. Tac. Hop là. Voilà, on est parti. 20h05. Est-ce que tout le monde a répondu à son questionnaire, s'il vous plaît? Et on va commencer.
N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Et puis, j'espère que vous aimerez bien cette présentation. Voilà. Alors, on est parti. Donc, on parle des ischio-jambiers. On va vite fait faire une petite introduction sur le sujet, des rappels rapides, parce que je n'ai pas envie de passer trop de temps sur ces rappels physiologiques, anatomiques, mécaniques. On parlera des classifications des lésions musculaires, on verra on parlera des facteurs de risque des lésions, et après on passera sur la rééducation. Bon, là-dessus, je pense que c'est le plus important pour ce soir. Et voilà. En introduction, les ischio-jambiers, les lésions des ischio-jambiers euh, sont des lésions qui touchent beaucoup de sportifs. Les lésions musculaires, en termes généraux, de base, c'est 30 à 50% des blessures chez les sportifs. Donc, c'est très important de savoir où on va au niveau des lésions musculaires. Les muscles les plus touchés sur les membres inférieurs, c'est les ischio-jambiers, loin devant tous les autres muscles. Les gastro viennent ensuite. Je vous ai mis les petites études de mes sources avec Pascal Edouard qui travaille beaucoup sur les ischio-jambiers et que mon médecin là-dessus. Les lésions musculaires des ischio-jambiers sont un enjeu important en fait pour le sport de haut niveau. On pourrait dire que c'est pas très grave, mais le problème c'est que ça arrive souvent. Donc vous voyez le burden. Pour regarder les lésions musculaires avec la sévérité et surtout l'incidence, y arriver à coupler une lésion musculaire au niveau des ischios. Ben, vous voyez, au niveau sévérité, il n'y a pas beaucoup de jours perdus, mais par contre, en moyenne, c'est 25 jours. Par contre, ça arrive très souvent. Donc, du coup, plus on va se déplacer à droite sur le schéma du burden, plus ça va être important. Petit rappel vite fait la physiologie musculaire. Donc, je vais passer très succinctement avec un muscle qui est rattaché à un tendon et qui est rattaché lui-même à un os. Plusieurs couches à l'intérieur, ben, vous avez tout ce qui est neuromusculaire, les fibres musculaires qui sont constituées de microfilaments, d'actine, de myosine, avec tout un processus au niveau physiologique pour la contraction musculaire. Et on est des rééducateurs, donc on va passer là-dessus. Vous connaissez tous ça. Sur rappel anatomique des ischio-jambiers, donc bon, voilà. Un groupe musculaire, on parle de trois muscles, dont un qui est coupé en deux, le court et le long biceps. Le semi-tendineux, le semi-membraneux, je vous ai mis un peu les insertions, les origines et les actions. Les actions qui sont très importantes en fait parce que du coup on voit que sur le semi-tendineux il sert à décélérer sur la flexion de hanche et quand le genou est en extension et surtout quand il est au contact au sol et ça va nous intéresser. Donc les fonctions de chaque muscle sont intéressantes. On va passer. Quelque chose qui est très important à comprendre, les rappels biomécaniques des ischio-jambiers lors du sprint. Vous avez dû voir des publications de Jean-Benoît Morin, les dernières publications qui sont sorties sur le sprint et les ischio-jambiers. Le rôle des ischio-jambiers dans la production de force horizontale est très important et c'est le facteur le plus important dans la force horizontale. Donc, je vous ai mis l'étude de Jean-Benoît Morin qui travaille avec Pascal Edouard, qui travaille avec Jordan Mendibucha, qui font beaucoup de travail là-dessus. Et je vous invite à aller voir ce qu'ils font, c'est assez impressionnant. Quand vous courez, en fait, vous mettez une force au sol et je vous ai mis trois vecteurs. Donc, le vecteur noir, c'est le vecteur en fait de la force globale, de la direction de la force globale. En rouge, c'est la force verticale. Et en bleu, je vous ai mis la flèche plus grosse. C'est la force horizontale qu'on met au sol. Et du coup, ce qui fait ça, c'est l'extension de hanche. Donc, il y a un gros paramètre d'extension de hanche dans le sprint. Dans la fonction du sprint, je parle de fonction. Les ischio-jambiers, les fessiers ont un gros rôle là-dedans. Et c'est ce qui va nous intéresser tout au long de cette présentation aussi.
Un petit rappel, selon la phase dans laquelle on est dans le sprint, l'activation musculaire est différente. Donc en fait, si on est au contact au sol, si on est au moment du take-off, si on est au moment du middle swing, les ischios vont avoir une contraction qui vont être différente. Je vous ai mis la publication de Ayako Ageshari-Arma, pardon, qui parle de ça. Il y a un rôle dans ce sprint, il y a un rôle du semi-tendineux par rapport au biceps fémoral qui est beaucoup plus activé que le biceps fémoral. Et je pense que c'est un des facteurs de blessure aussi du biceps fémoral. C'est qu'on a souvent tendance à parler du biceps, mais on oublie un peu le rôle des autres. Et c'est vrai que l'activation musculaire du semi-tendineux est très importante aussi lors du sprint. Donc, il faudra regarder ça aussi. Les différentes classifications des lésions musculaires. Il y en a eu beaucoup. Voilà, donc en 73, il y a Jackson qui a mis en place une classification avec grade 1, grade 2, grade 3. Et voilà, c'était l'atteinte musculaire et les cliniques. Donc vous voyez, c'est très peu détaillé, c'était très simpliste, c'était la grade 1, il y a peu de douleur et il n'y a pas de perte de force. Face à perte de contraction de force et impossibilité de faire de la force. Quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de nuance là-dedans. La plus connue, c'est Rodino et Duré, avec le grade 4, le grade 0, la contracture, la courbature, le grade 1, pardon, la contracture, le grade 2, l'élongation, et le grade 3, claquage. Ce qu'on appelle plutôt une déchirure, et grade 4, la rupture, qui est le grade le plus important et qui nécessite généralement une opération. À côté, vous avez du coup l'apparence échographique qui est mis en parallèle. Vous avez Wolfhard Müller, donc le médecin du Bayern de Munich en Allemagne, qui avait mis en place une classification très peu utilisée parce qu'en fait, elle est très peu utilisable. Elle est très compliquée et pas assez intuitif. Donc les gens ne l'ont pas trop utilisée. Vous avez la classification de Brasseur. Donc en fait, il s'est appuyé sur la classification de Rodino. Et du coup, il a mis les grades 1, 2, 3, 4, donc il est un peu comme Rodino. Sauf qu'en fait, ils ont mis deux types de lésions, donc les lésions C, les lésions M. Euh, Vite fait pour vous en parler, les lésions C, c'est les lésions qui sont au niveau du tissu conjonctif de la tâche, tout ce qui part du tissu conjonctif et, euh, et, euh, et pas du tout au niveau des fibres musculaires. Et les lésions M, c'est tout ce qui est plus musculaire en fait, c'est tout ce qui est au niveau des fibres. Je vous la récapitule succinctement, mais bon, dans l'idée, c'est ça. Vous avez après la classification en Angleterre là, qui ont sorti un nouveau système de gradation. Donc en fait, c'est un peu comme Rodino. Ah, désolé Hicham pour le son. Il y a des fois de latence. Ouais, je sais qu'il y a le son qui est coupé de temps en temps. Pardon. Il y a une mauvaise connexion Internet. Je suis désolé. Attendez, parce que du coup, il y a plein de gens qui m'envoient des messages en même temps. Voilà. Je reviens sur ma classification là, des Britanniques, où en fait, eux, ils se sont appuyés un peu sur le même système que Brasseur, mais par contre, ils ont mis des classifications encore plus détaillées. Donc, si c'est des types A, des types B, des types C, selon la région dans le muscle, si c'est myofacial, si c'est musculo-tendineux, ou si c'est que le tendon qui est touché, ou entre les muscles, ou si c'est qu'un muscle. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est la dernière qui est sortie. Elle est intéressante.
il faut la maîtriser. Après, comme on voit là sur tout ce panel de lésions musculaires, de classification, est-ce que la classification est vraiment importante pour nous? Alors, vous allez me dire oui pour le retour au sport. Donc oui, c'est important. Par contre, il n'y a aucun consensus entre les deux, entre toutes ces classifications qui ont été trouvées. Et du coup, à partir de là, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est d'avoir une classification qui va nous dire on est en grade 1, ou l'autre qui va nous dire on est en type 2C, ou l'autre qui va nous dire qu'on est en type B3? Je pense que pour nous kinés, le plus important, c'est d'avoir un bilan précis, un bilan qui va nous donner quelque chose très précis pour nous, savoir du coup faire l'état des lieux, de savoir où on en est. D'accord? Donc on a un athlète ou un sportif ou un patient qui, qui vient nous voir et du coup qui a eu son accident. On veut savoir où il en est. Ça pour après du coup élaborer un plan de rééducation avec des données, en fonction des données qu'on va avoir. On va parler de ça juste après. Des données objectives parce que il y a beaucoup de données qui peuvent être subjectives et celles-là, elles peuvent nous un peu dans notre éducation et surtout fixer des objectifs. Alors, pour des sportifs professionnels dont on a l'habitude de s'occuper ou des sportifs qui font des compétitions mais qui sont pas professionnels, c'est assez facile de fixer des objectifs. Après, pour quelqu'un qui fait du sport, il faut trouver un objectif, c'est-à-dire se donner pas une deadline, comme je dirais, mais fixer un objectif qui est réalisable. Et du coup, ça va pouvoir nous permettre de créer ce plan de rééducation. Sans objectif, c'est très compliqué de mettre un plan de rééducation. Et surtout, si on fait un bilan précis, ça va nous permettre de suivre l'évolution. Donc, quand je dis suivre l'évolution, c'est pas faire un bilan tous les jours, c'est d'avoir des données que l'on peut utiliser pour suivre la rééducation de notre patient. Après, d'abord, si je vais trop vite, hein, vous m'interpellez, hein, mais si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. On va parler des facteurs de risque. Alors, désolé pour la photo, mais c'était un travail en commun avec les préparateurs physiques et les kinés du club. On s'est un peu penché voilà, sur l'ischio. Donc, au milieu, on a mis l'ischio, la mobilité, la longueur des fascicules. Et à partir de là, on est parti. Est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent jouer? Qu'est-ce qui joue sur l'ischio? Pourquoi on peut se blesser? Du coup, on a trouvé des facteurs de risque. Donc, on a tous les facteurs de risque que vous connaissez, hein, l'âge, la blessure précédente. Hein, vous voyez le lien entre la blessure précédente en vert en haut à gauche et l'ischio est très important. Plus les traits sont gras, plus le lien est important. Mais vous voyez on est parti sur plein d'idées. Et du coup, tout ça, en fait, pour nous, dans notre réflexion, ça joue sur les ischio-jambiers. Le système nerveux, au niveau bassin, au niveau lombaire, au niveau des hanches. Est-ce que l'action de taper dans le ballon par rapport au positionnement des hanches, on ne peut pas avoir un facteur de risque au niveau des ischios. Le plaquage, la décélération, l'accélération. Bon, voilà, on a pensé à tout ça. Donc pour nous, en fait, on a deux types de facteurs. Le facteur intrinsèque, hein, la longueur des fascicules, au niveau du système nerveux, au niveau des positions su- et sous-jacentes au niveau articulaire. Voilà. Il y a des facteurs qui sont extrinsèques. Voilà. Un facteur extrinsèque, tout simplement, c'est le terrain. Voilà. Si le terrain est mou, le terrain est dur, le changement de surface, le changement de pression atmosphérique, si voilà, tous ces facteurs extrinsèques, là, les plaquages, si on se fait plaquer, les chocs, voilà, il y a pas mal de facteurs. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a beaucoup dans lesquels on peut, je vais répondre à la question qui m'a été posée sur le déséquilibre des ischio-quadris. Bien sûr que c'est un facteur à prendre en compte. Après, il faut voir aussi au niveau de la fonction, et c'est là où on va
on va parler tout à l'heure. Mais après, oui, j'ai pas tous les facteurs de risque qui sont représentés. Mais nous, voilà, on est parti là-dessus. Après, bien sûr qu'il y en a d'autres. Le ratio quadrischio, même si on pourra en reparler, mais je pense qu'il faut trouver des solutions autres que ce ratio-là. Mais bon, il y a certains facteurs qui sont très modifiables à force, qui sont le terrain. On peut avoir le terrain, mais bon, on peut avoir plein de trucs. Certains facteurs, voilà, on va les modifier. Tout ce qui est articulaire, su et sous-jacente, c'est notre travail. Donc, c'est aussi à nous regarder. On n'est pas juste là pour faire un renforcement. Si la hanche est en dysfonction, forcément qu'il va y avoir un problème sur l'ischio. Si le bassin est en dysfonction, si la cheville, la, la tibio-fibulaire supérieure aussi, le poplité, enfin voilà, on a tout ça, donc c'est très multifactoriel. Oui, Sébastien, oui, très bonne question. Il peut y avoir aussi un déséquilibre intramusculaire, ischio-interne et ischio-externe. C'est ce que j'ai parlé tout à l'heure au niveau des activations musculaires dans le sprint, où l'ischio-interne, donc le semi-tendineux, a un rôle très important de protection sur sur le biceps fémoral. J'espère arriver à répondre à vos questions en même temps et que ça vous coupe pas tout. Du coup, ben voilà, après tous ces facteurs de risque, on va faire notre bilan qui doit être. Alors moi, nous on l'a appelé avec les kinés SOA. Voilà. Donc subjectif, S pour subjectif ou pour objectif. Là, l'analyse, le P, le plan, c'est un moyen mémotechnique de se souvenir de faire tout ça en fait sur nos bilans. Subjectif, c'est les informations qui vont nous être données par le patient. Donc, qu'est-ce qu'il a ressenti, comment il est, si c'est une pointe, s'il a comme une crampe, mais si c'est venu progressivement. Tout ça, c'est des facteurs qui vont être subjectifs parce que chacun a une relation à la douleur qui est différente. Vous en avez qui vont être très sujets à la douleur, il y en a qui vont être plus résistants. Donc, voilà, tout ça, c'est aussi à prendre un peu avec des pincettes. Ce qui est très important pour nous, c'est de faire un bilan objectif. Tout à l'heure, je vous ai parlé dans les facteurs de risque au niveau articulaire et sous-jacent. Donc, c'est de faire un bilan ostéo-articulaire qui est très précis, savoir quelle articulation est en dysfonction, savoir quel rôle ces articulations vont avoir sur les ischio-jambiers, quel impact. Et de là, après, derrière, faire un bilan qui va être chiffré. Donc, d'avoir des datas, ce qu'on appelle dans le sport, c'est un peu le mot à la mode. Le mot à la mode. Je répondrai aux questions un peu sur établir le moyen d'établir une carte d'identité des joueurs afin de déceler aux joueurs les risques, les récidives, tout ça. On va avancer dans la rééducation. Au niveau donc, de ces datas, vous pouvez en avoir des millions. Il faut vous approprier ces datas et s'y tenir. On va les voir, je vous en ai cité quelques-unes après. Une fois qu'on a fait ce bilan subjectif et ce bilan objectif, il y a la partie d'analyse. Donc en fait, on va prendre en compte ce que nous a dit le patient ou le sportif et on va, avec nos données objectives, on va essayer de dégager quelque chose. Parce qu'on peut très bien avoir une douleur à l'ischio qui va être handicapante sur le moment, mais au final, au vu de notre bilan ostéo-articulaire, eh bien, on voit que c'est la hanche qui est en dysfonction ou les lombaires qui jouent sur l'ischio. Et en fait, c'est plus une douleur de protection. Et du coup, on va peut-être pouvoir arriver à gagner du temps et surtout se dire qu'avec notre bilan chiffré, il n'y a pas de perte de force, il n'y a pas de problème au niveau du muscle en lui-même. Et donc, du coup, c'est peut-être autre chose qui nous gêne et qui donne cette douleur. Donc, l'analyse est importante de savoir tirer des données subjectives et objectives un plan. Le plan, ben voilà, on va faire une élaboration d'un plan de rééducation. Donc, à partir de là où on en est, là où on veut arriver. Et à partir de là, il va y avoir un plan. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour un joueur de rugby, on va se dire, ben voilà, il a une déchirure, le médecin va nous IRM. Bon, on a accès un peu à tout ça très rapidement. Et on va fixer un objectif, tel match ou telle semaine de reprise. Et à partir de là, ben, ça va être, voilà, la semaine 1, on va faire ça, ça, ça et ça. La semaine 2, on va passer par là.
La semaine 3, on va passer par là. La semaine 4, on va passer par là. La semaine 5, 6, 7. Ça dépendra en fait de là où on est. Je vous parle en semaine là parce qu'il y a un match qui est fixé. Mais en fait, nous, on va faire des étapes. Il n'y a pas de 3 jours, 2 jours, une semaine. Mais si on veut arriver à reprendre le sport, l'activité professionnelle, on est obligé de se fixer des semaines et de se dire, bah, si on passe cette semaine en faisant tout ça, on va pouvoir faire tout ça, tout le reste la semaine d'après et encore. Donc voilà. Une fois qu'on a fait notre bilan, on va venir sur les données objectives. Voilà. Les différentes datas qu'on peut trouver. Alors, je vous ai mis toutes les datas. Il y a des mesures ou des évaluations chiffrées, donc le VA, la longueur de la palpation douloureuse, la distance où se situe cette déchirure, la distance de la tubilité sciatique jusqu'à la zone douloureuse, la taille de l'hématome, s'il y en a qui veulent le prendre. Voilà, il peut y avoir beaucoup de données comme ça. Nous, on utilise un peu tout ça. Les tests analytiques, donc les SLR, PKET, donc le straight leg raise ou le passive knee extension test au niveau des amplitudes musculaires, et les tests musculaires que nous on fait avec des dynamomètres manuels. Voilà. Donc on va parler de ça juste après au niveau des dynamomètres manuels. Les tests fonctionnels, donc pareil, c'est des datas qu'on enregistre. Donc le sit and reach, je ne sais pas si tout le monde le connaît, c'est une mobilité globale en fait, une mobilité globale de la chaîne postérieure. Le slum test, qui est plus au niveau neuro. Le shoes off. Donc shoes off, c'est au niveau ischio avec différentes positions, rotation interne, rotation externe. Il y en a deux. Le drag test, donc typiquement c'est le griffé au sol, le test du griffé au sol. Le McCall test que je vais vous présenter. Après, il peut y avoir un test de répartition de force au niveau du bridge test. Donc voilà. Je vais faire une petite manip. Je vais passer sur mon téléphone pour vous montrer un peu en fait du coup comment on va utiliser ces plateformes. Alors je ne sais pas si vous voyez tous bien du coup, vous me dites au cas où, mais du coup là je suis sur le partage de mon téléphone. Hop. Je vais vouloir, donc c'est l'application de K-Force. J'ai créé mon profil et en fait on va aller directement au niveau des plateformes. Hop, je vais devoir me déplacer pour vous montrer tout ça. Désolé, ça bouge un peu, c'est le téléphone. Donc en fait, voilà, avec ce type d'appareil connecté, de dynamomètre manuel, il y a aussi des plateformes. Donc je vous les présente, voilà, qui sont très bien, qui sont très faciles à utiliser. Hop, on les allume. Donc en fait, je vais vous présenter le McCall test. Pour le McCall test, il faut les deux plateformes de force, mais il faut surtout faire attention à la position. Le pied droit, en fait, est à gauche et le pied gauche est à droite. Vous allez vite comprendre, parce qu'il faut que notre jambe, qu'on ne va pas tester, soit tendue à côté de la boxe. Donc, le McCall test, je vais vous le présenter là. Il est là. Vous l'avez en photo. Donc, en fait, c'est une contraction isométrique des ischio-jambiers. Je regarde vite fait les questions. Ok. C'est une contraction des ischio-jambiers en isométrique. Une fois à 90 degrés pour aller chercher une contraction des ischios, de cibler plus les ischios médiaux, et une fois à 30 degrés pour cibler les ischios latéraux, donc les deux biceps, le court et le long, plus le long d'ailleurs. Sur là, l'application là, c'est tout nouveau ce qui vient de sortir, le McCall, donc c'est très bien. Vous voyez, je vous le fais en direct, hein, donc c'est vraiment très pratique. Les protocoles, certains tests sont déjà enregistrés et l'élaboration de plusieurs tests sont en cours. On va appuyer sur Start au niveau des protocoles. Vous avez en haut à gauche, en haut à droite, pardon, les plates qui vont se connecter au téléphone. Si ça veut bien marcher, hein, désolé, c'est du direct.
relancer. Voilà. Donc la gauche est connectée. Voilà. Donc le McCall test, on va commencer par la jambe droite, d'accord? Donc en fait, je vais me mettre à gauche. Ne vous inquiétez pas, je vous baisse juste la caméra un peu pour que vous voyez tout. Hop, je enlève la chaise. Vous voyez, donc les plaques sont sur une box. On va faire une contraction isométrique de 5 secondes. Donc, je vais me mettre en position. Désolé, je suis en jean, c'est pas très pratique. Tac. Donc voilà, 90 degrés, vous voyez bien. Je vais faire, vous voyez, il y a marqué Go sur l'application pendant 5 secondes. Je vais appuyer fort, 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 sans lever le bassin. Voilà. Tac. OK. Là, vous voyez, marqué hamstring à 60 degrés. En fait, c'est juste un petit souci. Normalement, c'est 30 degrés, hein, je vous le dis. C'est juste qu'on a développé dans l'après-midi ce test. Et du coup, ils n'ont pas eu le temps de changer le nom. Donc, vous voyez, l'étape 2, c'est de le faire à 60 degrés à droite. Hop, pareil. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Pendant 5 secondes, on ne lève pas le bassin. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la jambe gauche. On revient à 90. Hop. On appuie sur Start. Et on y va. 5 secondes. Voilà. On appuie, 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 on appuie. Voilà. OK. On se met à 30 degrés. Donc tout ça mesuré avec un goniomètre. Hein. Moi, je ne l'ai pas là. Donc, je vous le fais au pif un peu, mais c'est 30 degrés. J'ai entendu. Hop. Et on appuie. Pareil. Voilà, pendant 5 secondes. Voilà. Ça nous a pris quoi? 1 minute de faire ça? À peu près. Et en fait, on se rend compte que ben, voilà, vous avez un schéma qui sort. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça va au niveau du partage d'écran. Vous voyez bien le graphique. OK. Donc voilà, l'analyse en fait qui sort, c'est qu'à 90 degrés de flexion, donc sur mes ischio-médiaux, j'ai un déficit de 1,85%, donc négligeable. Par contre, on se rend compte que sur le biceps fémoral, à droite, j'ai un déficit, vous voyez, j'ai un déficit de 12%, donc plus important. Ce qui va nous permettre en fait déjà de savoir où on en est sur la rééducation. Si votre patient est blessé et qu'il ne peut pas appuyer, il va y avoir marqué 1 kg par exemple, mais vous aurez un chiffre. Et ce chiffre, vous voyez, ça prend 1 minute de le refaire. Et en fait, peut-être que une fois par semaine, on va pouvoir faire ça pour suivre l'évolution. Okay. Je continue à vous montrer juste le rapport, comment c'est marqué. Donc, vous avez toutes les datas en fait. Voilà. Avec tout ce qu'il vous faut. Vous avez même le temps pour arriver à la contraction maximum qui est notée. Donc, ce qui peut être important. Okay. On va voir que ça, c'est important aussi. Voilà. Et vous avez la même chose avec les courbes. Et vous voyez bien en fait la différence entre droite et gauche. Et c'est un rapport qui est déjà préenregistré. D'accord? Donc, vous avez plus qu'à le sauvegarder et c'est bon. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'était la petite démo en direct. J'espère que ça s'est bien passé. Hop. Allez, il faut que je revienne sur mon PowerPoint. Voilà. On est de retour sur tout le monde pour le PowerPoint. Il n'y a pas eu de bug. Alors, l'appli c'est K-Force. Et le matos, en fait, c'est K-Invent. Donc, c'est la société, vous voyez en haut à droite sur le PowerPoint. C'est très pratique. Ils ne font pas que des plateformes. Il y a un dynamètre manuel, il y a un grip, il y a des bubbles aussi de pression. C'est très intuitif, ça va très vite. Vous avez vu, ça prend pas longtemps. Est-ce que c'est plus pertinent que le Nordboard? La question. Alors, c'est pas que c'est plus pertinent que le Nordboard, c'est que surtout c'est un outil qui va nous permettre de faire des tests, même sur des personnes qui sont blessées, et d'avoir des données à peu près journalières ou quotidiennes. Alors qu'un Nordboard, si vous mettez quelqu'un direct sur un Nordboard et lui demandez de revenir de résister à la descente, je pense qu'il y aura quelques soucis. Donc,
c'est pas plus pertinent, mais par contre, c'est complémentaire. Je pense que le Nordboard, vous allez voir, on peut le faire avec Kinvent aussi. Bon, c'est complémentaire. Le Nordboard sera plus pour la fin, enfin le Nordic Hamstrings Test, on va l'appeler comme ça, parce que je ne vais pas faire de pub pour Nordboard, mais c'est fonctionnel, le Nordic Test. Maintenant, là, on n'est pas du tout sur la même optique. C'est que là, on est en tout début de rééducation, on peut faire des bilans très, très précocement. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je regarde si j'ai des questions en même temps. Hugo Vass, est-ce que le test ISO permet de valider une reprise sur une activité dynamique type sprint? J'y répondrai après, Hugo. Je vois où tu veux en venir, mais j'y répondrai après. Il n'y a pas de souci. À la fin, on en reparlera. Il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a ces datas, donc je vous ai parlé de data. Bon, l'intérêt, donc du coup, je vais vous montrer de faire un bilan avec tout ça. Donc là, je vous mets en photo un peu le matériel. Donc il y a le dynamomètre manuel, les plates et le link. C'est d'avoir un déficit ou un pourcentage de répartition quasiment instantané pour nous. Un bilan qui sera chiffré, on aura un chiffre, on aura de quoi dire, mais voilà, là vous êtes à 20 kg, vous êtes à 10 kg, vous êtes à 15 kg, et c'est quelque chose qui est très important pour suivre l'évolution. Du coup, on aura un suivi en fait, et vous voyez en fait que ce suivi est très très bien fait, avec plusieurs, la photo est à l'envers, pardon. Pardon, il y a eu un petit souci. Donc du coup, voilà, on pourra, à chaque fois que vous allez tester, ça va vous les sauvegarder, vous allez avoir les courbes d'évolution. La photo est à l'envers qu'on a mis. Je suis désolé, je vais demander d'apercevoir juste là. Du coup, les courbes sont inversées. Hein, c'est le plus bas est à gauche, le plus haut est à droite. Je vous fais en photo, on n'a pas pu mettre de vidéo parce que ça laguait trop. La vidéo était trop longue et trop imposante. Du coup, voilà, les ischios, le test des ischio-jambiers à 90 avec un dynamomètre manuel aussi qui est faisable. Donc, où en fait, on va pouvoir tester comme vos tests musculaire pour de testing musculaire, mais là, sauf que là, vous aurez une réponse. Oui, on fait les tests. Je réponds, on fait les tests en pré-saison aussi pour avoir les données. Après, c'est plus facile pour nous d'avoir des gens, une population saine pour faire des tests et de voir après quand ils se blessent de pouvoir les faire des retests. Maintenant, quand quelqu'un arrive au cabinet, on n'a pas forcément de test, donc plutôt faire droite-gauche et puis après, et puis suivre l'évolution avec tout ça. Est-ce que tu utilises tes données chiffrées pour quantifier le pourcentage d'une RM pour la rééduque? Alors, j'utilise surtout ces données chiffrées dans l'évolution en fait. Vous allez voir, après l'évolution, la rééducation, moi je suis très fonctionnel. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau 1RM, on va utiliser d'autres trucs. Vous allez voir. Donc, j'espère pouvoir répondre à toutes les questions un peu en même temps, sans trop dépasser le temps. Donc, une fois qu'on a fait tous ces tests, voilà, on va parler de la rééducation. Donc, on arrive sur un gros point. La prise en charge des lésions musculaires des ischio-jambiers, alors elle doit être précoce et active. Voilà, ça a été démontré. Hein. Plus on va prendre tôt les lésions, plus ce sera facile. Moins on aura de délai de retardé de reprise du sport. Juste là, sur l'étude de Bayer, ils ont montré que la prise en charge d'écart, donc à J+2 et J+9, il y avait un retour au sport qui était, on va dire, plus long de 3 semaines. Donc de 7 jours de délai de différence de prise en charge, de début de prise en charge, on arrive à un retour au sport à 3 semaines d'écart. Donc ça fait quand même quelque chose de très très conséquent, on va dire. Elle va être progressive, donc elle va partir de quelque chose de très simple, de très cadré, et on va arriver au final de notre rééducation sur quelque chose de non contrôlé, ce qu'on appelle le chaos, avec des activités qui seront
proche du retour au jeu, quoi. Basé sur une douleur qui est contrôlée et monitorée. Alors, je vous ai mis ça comme ça. En fait, dans l'étude de Ike, la rééducation se fait avec une douleur. Ça a été prouvé que la rééducation, en fait, avec une légère douleur, on va dire le VA inférieur à 3, donc c'est une douleur qui est acceptable pour nous, pour la rééducation, permettait de gagner de la force isométrique sur le muscle lésé plus rapidement que si on attend d'avoir zéro douleur. Donc c'est pour ça que je vous ai mis contrôler et monitorer, c'est-à-dire qu'on va contrôler à chaque exercice si la douleur ne dépasse pas 3 sur 10 et on va la monitorer, c'est-à-dire qu'on va prendre ces valeurs à chaque fois. Et du coup, à chaque fois, on va savoir si notre exercice est adapté ou si on est trop ou pas assez. Voilà. On a cette limite de 3 sur 10. Si ça dépasse, on ralentit. Si c'est entre 0 et 3, ben, on est dans le bon, on continue. La prise en charge sur les ischios jambiers, on a bien vu qu'il y a beaucoup de facteurs de risque. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre le bassin, le quadrille, les ischios, le pied, la cheville. Enfin, voilà. Elle doit être multifactorielle. On ne doit pas rééduquer juste un muscle, on doit rééduquer la fonction. On doit pouvoir sortir de ce schéma de dire c'est les ischios qui sont blessés, on va faire que des ischios et on va rééduquer que des ischios en flexion de genou. Voilà, multifactoriel. Il va y avoir de la course, il va y avoir du renforcement, il va y avoir du gainage, il va y avoir du travail sur le haut du corps, il va y avoir du travail voilà, beaucoup de, on va essayer d'être le plus sollicitant possible. C'est passé tout seul, pardon, vu que j'ai voulu regarder les questions. Elle est basée sur des critères. Il faut être progressif. Voilà, on peut pas attaquer par la fin. Voilà. Tout à l'heure, on part quelque chose de très cadré, on va arriver à quelque chose dans le chaos. Et bien là, c'est pareil, les critères. On ne peut pas avoir les critères de reprise sur la première phase. C'est pour ça que faire le test de Nordic Hamstring, peut-être au début de la rééducation, c'est pas progressif. C'est de suite arriver sur quelque chose de trop violent. Donc, voilà, les critères, ils sont progressifs dans différentes phases, dans différentes étapes. On a des critères qui sont différents. Et pour passer d'une phase à l'autre, il faudra valider ces critères. Et les critères vont évoluer au fur et à mesure. Le niveau des critères va être de plus en plus élevé. Et du coup, on est des critères précis et progressifs. Est-ce que ça va pour tout le monde là pour l'instant? J'arrive pas trop à voir les retours un peu, s'il y a beaucoup de questions ou pas. Si c'est bon, ok. Donc, hop. Les étapes dans la rééducation, on parle d'étapes, je ne parle pas en jours. C'est important parce qu'il y a une étape qui peut durer très peu de temps, une étape qui peut durer beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il y a des critères. Si on valide l'étape, pourquoi rester pendant 10 jours à cette étape-là alors qu'on pourrait passer et avancer un peu plus vite et surtout être efficient et efficace. Étape 1, moi ce qu'on appelle les soins, donc plus ou moins le froid, en fait ça dépend les dernières études il y a eu beaucoup d'études qui ont prouvé qu'il fallait du froid de suite. Il y en a qui disent que maintenant, selon le type de lésion, peut-être que le froid immédiat serait pas forcément quelque chose de très indispensable. Par contre, ce qui a été prouvé, et ça a été prouvé, Bickley en a fait des travaux, c'est la compression qui est très importante. La compression était très importante et du coup, ce qui permet de redonner en fait des tensions sur toutes les cellules et permettre de drainer un peu l'hématome et de pouvoir avancer dans la rééducation. Salut, dans ta progressivité, tu donnes la priorité à la data récupérée avec la plate ou plutôt à l'EVA pour passer une étape? Les deux, sinon je ne prendrais pas ces datas-là. Je prends tout en fait, je couple, je fais l'analyse de mes datas à chaque fois avec l'évolution de la douleur et l'évolution de la force ou l'évolution de tout ça. Donc c'est plus une analyse de toutes mes datas qui me permet, de tous les critères en fait, qui me permettent de passer à une autre étape et pas forcément juste un data qui va
qui va me donner le passage à une étape. Il y a une autre question, c'est quel type de compression? Donc ça, c'est très important. Alors, ça a été montré que les compressions élastiques étaient moins performantes que les compressions rigides. Donc, tout ce qui est bande biflex, tout ça, c'est très bien au niveau retour veineux. Par contre, c'est un peu moins bien parce que du coup, il y a beaucoup plus de déformation quand on marche ou quand on s'active. Maintenant, si vous n'avez pas de bande rigide, franchement, vous mettez une bande élastique et c'est déjà mieux que rien. Mais là, voilà, la compression, c'est quelque chose de très important. Compression et sport, article, auteur. Vous avez Bickley qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui l'a présenté au congrès de Copenhague en 2018, si je ne me trompe pas. 2018 ou 2017. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne Congrès Sport sa présentation. J'avance un peu au niveau des questions, il y en a beaucoup qui arrivent. Comment testez-vous la force des ischio-jambiers qui est un muscle biarticulaire et par rapport à quoi le testez-vous? Eh bien, je les teste avec mon dynamomètre manuel. Donc, c'est un test en décubitus ventral avec la hanche en extension. Et après, le test de McCall qu'on a montré tout à l'heure, qui est avec la hanche en flexion. Et du coup, on a deux données avec une hanche en extension ou une hanche en flexion pour avoir la force des ischio-jambiers et l'impact de la hanche par rapport à cette force. Voilà. J'espère avoir répondu à la question qui était posée. Donc, on revient sur les étapes de la rééducation. L'étape 2, c'est le remodelage. Donc, la reprogrammation aussi neuromusculaire et les amplitudes, retrouver les amplitudes musculaires. L'étape 3, fonctionnelle, donc le renforcement et la reprise de course. L'étape 4, c'est ce qu'on appelle le return to practice, donc le retour à la pratique. Donc, c'est le RTP1 pour nous. L'étape 5, le return to play, le retour au jeu. Et l'étape 6, le return to perform, donc le retour à la performance. Je ne vous ai pas mis de temps à côté de ces étapes. Des fois, comme je vous le disais, il y a des étapes qui se passent plus ou moins vite selon la nature de la lésion, selon leur récupération. S'il a récupéré la force, l'amplitude, pourquoi rester à l'étape 2? Pourquoi pas passer directement à l'étape 3? Voilà. Il n'y a pas de délai exact. On pourra en parler après. Ces données de testing de la force ne correspondent pas à la biomécanique des ischio-jambiers dans la course et dans la marche et dans le changement de direction. Oui, maintenant, il faut quand même qu'on ait des données, je réponds à la question qui m'a été posée, qu'on ait des données qui nous permettent d'évaluer la rééducation. Je ne suis pas sûr que, je ne sais pas qui est cette personne, vu que c'est son téléphone qui marquait. Vu que nos patients arrivent avec une déchirure, je ne crois pas qu'on puisse faire courir, tester surtout sur un test de sprint pour voir la force horizontale maximum que j'ai montré au tout début sur les travaux de Jean-Benoît Bonrin, pardon, la force dans la course. Maintenant, c'est sûr que si on veut tout tester au niveau biomécanique, on ne ferait pas de bilan ISO parce que du coup, ce n'est pas du tout la solution pour les ischio-jambiers au niveau biomécanique. On est assis sur une chaise. Maintenant, du coup, on a deux types de tests. Il y a d'autres tests que vous allez voir plus tard. Mais voilà. Donc, oui, je suis d'accord avec vous. La biomécanique des ischios dans la course, dans la marche, dans les changements de direction est différente que quand on fait des tests sur une table avec un dynamomètre manuel ou des plateformes de force. Maintenant, c'est très compliqué de tester un patient ou un sportif blessé sur un test de sprint pour avoir la force des ischio-jambiers. Voilà. Dans la rééducation, pour continuer, les exercices, voilà, il y a une importance dans la sélection des exercices. Alors, prescrire des exercices de renforcement spécifiques, variés et évolutifs. Il nous faut à chaque fois qu'on fasse évoluer nos exercices.
il ne faut pas qu'on reste sur un seul type d'exercice parce que selon en fait, l'exercice que vous allez avoir, vous n'allez pas forcément avoir la même, comment dire, la même activation musculaire, que ce soit sur le biceps ou que ce soit sur le semi-moineux. Un exemple tout simple, un glutime raise à 45 degrés sur une chaise romaine à 45 degrés et active beaucoup plus sur le long biceps que le nordic hamstring qui est beaucoup plus sur les ischio-médiaux. Donc oui, la sélection d'exercices a un impact sur la rééducation. Et surtout, dans l'étude de Oakley, vous allez voir que ce n'est pas juste les ischios qu'il faut rééduquer, c'est ce que je vous expliquais. C'est qu'il n'y a pas juste le nordic hamstring, il n'y a pas juste les ischios, il y a tout. Il faut rééduquer en global notre patient, notre sportif. Ils sont choisis donc, pour réaliser des objectifs précis. Donc, la modalité de contraction, c'est un exemple, on pourra en parler. Quand on fait de l'isométrie ou quand on fait de l'excentrique, on n'a pas le même but. On sait que l'isométrie va jouer beaucoup plus sur le complexe tendon-muscle, donc sur le musculo-tendineux. Par contre, l'excentrique va jouer beaucoup plus sur la longueur des fascicules. Du coup, en fait, il faut faire un mix de tout ça selon les évolutions et arriver à s'approprier son programme de rééducation. C'est pour ça que je ne vais pas vous proposer quelque chose de type et que je ne vais pas vous dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Je n'ai pas la science infuse pour vous dire ça. Mais maintenant, voilà, il faut se mettre en tête que si on choisit des exercices, c'est qu'on sait quel objectif on veut travailler, le pourquoi et le comment on va le travailler. Il faut proposer un programme de renforcement qui soit multivarié. Donc, je le répète, vous avez les études en dessous qui en parlent. Pas juste les ischio-jambiers, il y a tout autour. Et surtout, il faut qu'on soit précis sur les facteurs de risque. Donc, en fait, c'est les facteurs qu'on peut changer qui sont importants. Vous ne pourrez pas changer l'âge de votre patient, vous ne pourrez pas changer la composition, sa composition musculaire, sa qualité de tendineuse, sa qualité. Bon, tout ça. Par contre, on peut changer ce qu'il y a au-dessus, en dessous au niveau articulaire. On peut essayer de changer la longueur des fascicules. Et du coup, on va s'atteler là-dessus. Donc, il faut bien cibler les facteurs de risque sur lesquels on veut travailler. Qu'est-ce qui était un facteur de risque pour cette personne-là? C'est pour ça qu'il n'y a pas de protocole type et que tout est adapté et spécifique. Je vous regarde vite fait les questions. Donc, ces tests sont illusoires, c'est un échange pour progresser et non un reproche. Il faut donc rétablir tous ensemble la réalisation de nouveaux tests. Peut-être qu'il faut faire des nouveaux tests, mais trouver des tests qui testent les ischio-jambiers quand ils sont déchirés, il faut y réfléchir, c'est bien, mais il faut trouver. C'est sûr, et pour trouver, il faut chercher, donc il faut se mettre les mains dans le cambouis et pas rester sur ce qui a été fait avant. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. J'espère répondre le plus franchement possible aux questions. Il y a beaucoup de questions, du coup, j'essaie de vous répondre en direct un peu, mais à quel moment estimez-vous pouvoir passer une étape à une autre? Alors, pour passer d'une étape à une autre, en fait, c'est les différents critères qui vont être fixés. Pareil, je ne vais pas vous donner quelque chose de très protocolisé parce que en fait, les critères, c'est aussi à vous à trouver quels critères vont être importants pour vous. Il y a la douleur, il peut y avoir l'amplitude, il y a la force, il y a la coordination, il y a la contraction. Par rapport aux data que vous allez relever, dès que vous validez et que, par exemple, la douleur est descendue à 3 sur 10, on peut valider cette douleur-là. Et si l'amplitude est revenue à 100% ou à 90%, on va passer à une autre étape. J'utilise les data oui aussi pour les dernières étapes de reprise. J'essaie de répondre un peu à toutes vos questions. Dites-moi si ça va ou pas. Donc, on était sur l'importance des exercices et du programme de renforcement. Je vous donne des exemples en fait, d'exercices sur les ischio-jambiers. Ça va peut-être plus vous parler. Il y a l'isométrie analytique, donc le drive. Le praticien qui, en isométrie, a différentes angulations, à différentes
en angulation, au niveau force, au niveau du genou. On va avoir un exercice plus fonctionnel, le bridging, pareil en isométrie, avec sinon le GHR, le glutam raise. Je vais marquer dans quelle étape on va pouvoir les utiliser. On en reparlera. Il y a un protocole mis en place. Tout ce qui est protocole d'Askling avec l'extender pour la mobilité, qu'on peut continuer de l'étape 2 jusqu'à l'étape 4. Enfin, ça peut être un échauffement aussi pour les ischio-jambiers. Tout ce qui est excentrique, du coup, fonctionnel. Vous voyez, il y a beaucoup de travail fonctionnel. Donc, avec le diver, le slider, le glider, l'excentrique, le Roman deadlift à une seule jambe. Vous avez le good morning, l'excentrique avec le nordique, le fameux renforcement nordique. Quid des pelvitrocortéennes dans les pathologies des ischio-jambiers. Alors, je ne sais pas si vous étiez là au tout début, mais justement, on a parlé de tout ça en fait dans les facteurs de risque avec les hanches, tout ce qui se passait au-dessus, en dessous des ischio-jambiers et pas juste des ischio-jambiers. Donc oui, il y a un impact des troubles pelvitro-gantériens dans la pathologie des ischio-jambiers. Il peut même y avoir des impacts au niveau sur les ischio-jambiers, au niveau de petits muscles qui sont dans les cervicales, avec des chaînes croisées, des chaînes postérieures. Voilà, il faut aller chercher, il faut faire son bilan, comme je l'ai dit, le plus poussé possible au niveau osto-articulaire et trouver ce qui cloche pour les ischio-jambiers. Alors, avez-vous des protocoles différents si la lésion se fait par overstretching ou contraction supramaximale? C'est les exercices en fait qui vont changer. C'est les exercices qui vont changer, surtout en fait on va aller chercher différentes amplitudes, on va aller chercher différentes contractions, on va aller chercher un peu tout. La différence entre le diver et le Roman deadlift, le diver c'est quelque chose de plus doux en fait, il n'y a pas de charge et c'est surtout un travail de coordination, alors que le Roman deadlift on est beaucoup plus sur du renforcement. Voilà, j'essaie de répondre toujours pareil à toutes les questions. Donc là, on est sur de l'excentrique fonctionnel. Donc je reviens à mon PowerPoint sur le nordique, le risor. On a du dynamique fonctionnel et on a de la vitesse parce que les ischio-jambiers, comme on le disait tout à l'heure sur la question, c'est de la course, c'est de la vitesse. Et du coup, il faut mettre des exercices de vitesse. Il ne faut pas avoir peur de ça. Donc il va y avoir des vitesses fonctionnelles avec du pulling qui vient cibler les ischios et le tantrum, donc en 3 positions, assis, prone et supine. Donc sur le dos, sur le ventre et assis. Et du coup, ça nous permet de travailler en vitesse et de remettre de la vitesse dans notre éducation. Donc voilà. Par contre, ce qu'on disait tout à l'heure, là, c'est l'exercice pour les ischio-jambiers. Maintenant, des exemples d'exercices complémentaires. De la mobilité générale, d'accord, tout ce qui est lombaire, tout ce qui est pelvitroc, tout ce qui est bassin. Voilà. Donc, faire de la mobilité générale dans vos programmes de rééducation, je pense que c'est quelque chose qui est de la mobilité des ischio-jambiers. Du travail de gainage, parce que ça se passe aussi à ce niveau-là, au niveau des ischio-jambiers. Du renforcement qui va autour, donc avec du squat. Il peut y avoir du squat, il peut y avoir du squat une jambe, il peut y avoir du Copenhague, il peut y avoir des mini-élastiques sur les fessiers, puis des mollets avec du sitting calfraise. Voilà, ça doit être un peu un mélange de tout ça dans votre programme. Du travail de coordination et de co-contraction avec du hip lock. Donc vous voyez au niveau de la photo tout en haut avec le joueur qui monte sur la boxe. Du hip lock, de technique de Bosch, avec du landmine, du travail, la photo du milieu à droite, tout à droite au milieu, le landmine avec du travail de rotation de tronc, parce que du coup, on n'est pas que dans un axe, on est dans tous les axes, donc du coup, il faut travailler sur tout ça. Et de la coordination au bas, et de la co-contraction et de la coordination au bas. Voilà. Donc, dans vos programmes,
très bonne question sur les ischios qui fonctionneraient surtout en isométrie pendant la course. L'impact sur l'athlétisation. Je pense que pour avoir vu un peu les travaux de France Bosch, il y a beaucoup de choses à dire sur les ischio-jambiers. Maintenant, quand on regarde son travail, tout est en actif et beaucoup de travail de co-contraction et de coordination. Je pense que c'est là il peut y avoir une clé sur ça, sur la contraction, sur la coordination. Maintenant, de là à faire que le l'ischio en isométrie, je pense que c'est un peu réducteur. Donc on revient. Donc notre programme il doit être ciblé avec tous ces exercices qu'on peut voir. Je vous ai fait un exemple de protocole de rééducation qu'on peut suivre avec voilà, tout ce qu'on peut faire en fait pendant une rééducation. Glace, compression. Voilà. Dans l'étape 2, ben voilà, dans l'étape 2, on peut attaquer plusieurs types d'exercices, du stretching neurodynamique avec mobilisation neurodynamique, de la mobilité, du travail isométrique analytique, mais si on peut, ben on attaque de l'isométrie fonctionnelle, parce que s'il n'y a pas de douleur, on peut le faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de temps, un délai à chaque étape. Et au fur et à mesure, eh ben voilà, la contraction évolue, on évolue en cascade. Du coup, on passe à l'excentrique analytique, puis après de l'excentrique fonctionnel, de l'excentrique dynamique, du dynamique fonctionnel, de l'explosif. Et on s'aperçoit qu'on reprend la course assez tôt avec des skills de course, des skills running, du travail de skills variés aussi. Si c'est un joueur professionnel, si c'est un joueur de foot amateur, on peut mettre un peu de skills généraux dans sa rééducation. Et plus on va avancer dans l'éducation, plus ça va être amené vers quelque chose de précis et quelque chose de plus spécifique avec l'évolution de la vitesse, l'évolution du volume de course, l'évolution du changement de direction, le changement de direction à haute intensité, puis on va arriver au final avec des vitesses supérieures à 90 degrés et à 90% pardon, de sa vitesse max, 95% de sa vitesse max. Et voilà, donc pour répondre aux questions qui avaient été posées au tout début aussi sur quels critères pour passer les étapes, il y a des critères donc, de douleur, des critères de force, des critères de mobilité, des critères d'amplitude, et il y a des critères de course aussi, parce qu'on réduit la fonction et du coup, les ischio-jambiers sont utiles lors de la course. Et du coup, il y a eu beaucoup de travaux faits par Jean-Benoît Morin, Pascal Edouard, Jordan Maniguchas là-dessus. Et les dernières études, il y a une étude d'ailleurs qui circule un peu en ce moment sur le BP, là, j'ai vu, sur la course, en fait le sprint en lui-même a été prouvé qu'il était plus adéquate sur la longueur des fascicules. Donc du coup, en fait, dans la prévention, ça change tout. C'est-à-dire que le sprint, c'est le seul outil qui nous permet d'entraîner nos ischios à être longs pendant le sprint. Donc du coup, voilà, dans les exercices de rééducation, il faut qu'on essaie de se rapprocher de cette fonction-là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire courir. Il faut faire courir. Alors pas faire courir bête et méchant, mais il faut passer des étapes et continuer. Dans l'étape, tu attaques le concentrique en étape 1. Non. J'attaque pas le concentrique en étape 1. Il y a une question qui m'est posée, désolé. L'étape 1, c'est juste des soins, donc ça dure environ 48 heures. C'est compression glace, c'est tout. Il y a une compression qui est posée et il n'enlève pas pendant 48 heures. Et qui a été glacé avant pendant 10-20 minutes. Et pendant 48 heures, il a la compression parce que c'est ce qui est le plus important en fait. Mais après, non, j'attaque le concentrique. Moi, ce que j'appelle concentrique, c'est dynamique, fonctionnel. J'attaque plus tard. Je fais d'abord l'isométrie, un peu d'isométrie analytique, beaucoup d'isométrie fonctionnelle, l'excentrique, et après du dynamique avec du concentrique dedans, mais pas dans l'étape 1 sur le programme que vous voyez. Est-ce que dans l'étape 2, on pourrait incorporer des activités de transfert vélo assis sans résistance avant la course, toujours dans un objectif de favoriser la traction très rapidement dans la rotation des fibres? Oui, vous pouvez le mettre. Après, l'intérêt de faire du vélo sur un sprinter, par exemple, c'est pas
l'intérêt de faire du vélo sur des ischios, elle est pas forcément, moi je la trouve pas forcément très adéquate. Après, du rameur, pourquoi pas, mais ça va dans l'idée, oui, il faut mécaniser très tôt. Ce que je disais, après dans la dernière ligne en fait de mon plan de travail, en fait la charge de travail, au début, elle doit être à 50% d'une charge maximale. Donc il faut que ce soit par de la course. Alors skills de course, je vais détailler, c'est plus par exemple de la marche. Au début, s'il est douloureux, on fait juste de la marche avec monter le genou en marchant, en s'alignant, en faisant l'alignement cheville, genou, hanche, épaule, en travaillant sur la qualité d'appui du pied. On n'est pas forcément obligé. La course, c'est pas juste de courir, hein, c'est tout ce qu'il faut faire avant de courir. Et ben, pour nous, ça rentre dans la course. Donc, des skills, des gammes athlétiques à faible intensité sur une faible distance, mais voilà, remettre dans la fonction. Pas obligé de passer direct par du vélo, forcément, ou voilà, en marchant, en faisant après avec un rebond, avec des gammes athlétiques. Voilà, il faut arriver à mettre, tout. Que penses-tu du show dans l'étape 1 ? Le show dans l'étape 1, ça dépend en fait ce que vous avez, ce que je disais, la glace. Nous, en fait, l'étape 1 dans le sport, là, on s'occupe de sportifs professionnels, c'est qu'ils se blessent. L'étape 1 pour nous, c'est le moment où ils se blessent. Donc, on met de la glace de suite, on n'a pas d'image, on n'a rien. On ne sait pas si ça saignait, on ne sait pas. Donc, le chaud directement, non, pour moi. Après, c'est ma conviction personnelle. On en arrive, en fait, je vais vous parler un peu de l'importance de la course dans la prise en charge. Déjà, il faut pas avoir peur, ce que je disais tout à l'heure, de mettre de la course très tôt et surtout d'augmenter au fur et à mesure son volume et sa vitesse. Mais très progressif toujours, avec au début en marchant, puis après en faisant des petites gammes sur 5-10 mètres, puis après en faisant peut-être un peu plus long, mais un peu moins vite. Et puis au fur et à mesure, on construit notre programme comme ça pour arriver vers le sprint. En effet, la course, en fait, sur les ischio-jambiers, c'est simple. Elle joue un rôle majeur. Elle joue un rôle majeur sur les ischio-jambiers, sur la longueur des fascicules. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la dernière étude de Pascal Edouard et de Jean-Benoît Morin. Sur l'activation des ischio-jambiers, en fait, en fonction de la vitesse de la course, les ischios ne s'activent pas pareil selon si on court à 12 km/h ou si on en court à 30 km/h. Donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, il faut augmenter les vitesses. Et il ne faut pas avoir peur de commencer assez tôt pour être dans la fonction, toujours. On reste dans la fonction. J'ai beaucoup de questions qui arrivent et du coup, je ne sais pas si je réponds à tout le monde. Je continue à avancer, j'essaierai de répondre à toutes vos questions après. Sur le retour, alors le RTP, le retour to play, le retour to perform, de la course à la performance en fait. Voilà, c'est l'étape 4, 5 et 6, des étapes qui sont très liées. Donc c'est un retour à la performance. En fait, il se fait par le passage d'étapes, des critères. On a des critères précis, on les valide. Si on ne les valide pas, on prend un risque. Maintenant, s'il y en a un qui est pas validé, on peut augmenter un peu l'entraînement. Mais par contre, il faut qu'on valide celui-ci pour après le retour au sport. Euh, les critères, ils évoluent, c'est ce que je disais au tout début aussi, en passant de critères prioritaires. Par exemple, la douleur va être un critère prioritaire au début, l'amplitude va être un critère prioritaire au début, la force va être un critère prioritaire, mais à un moment donné, il y a des critères euh, qui vont être un peu plus importants que d'autres. Donc la force des ischio-jambiers va être importante, le ratio que vous connaissez, le ratio mix, peut être un critère important pour des personnes. Le test du nordique hamstring est un critère important. Mais par contre, voilà, il y a un critère qui est très important aussi, c'est la vitesse à laquelle on a couru. La Vmax, il y a différentes études qui ont prouvé ça. Et pour être en sécurité sur ces ischio-jambiers, il faut arriver à atteindre, nous on a mis comme critère 95% de sa vitesse maximum pour valider une reprise pour un joueur.
Je vous ai mis l'étude en fait là de Dunlop, de Alan McCall aussi, de tout ça. En fait, ils ont fait un sondage en fait. Enfin, ils ont suivi 131 équipes de football et en fait chaque équipe mettait par ordre 1, 2, 3 en termes de priorité leurs critères en fonction de leurs étapes. Donc et du coup, pour faire le retour à la performance au fur et à mesure, c'est une étude qui est très, très, très bien faite. Et du coup, elle montre en fait l'évolution des critères. Où au tout début, c'est la douleur qui est principalement mise en numéro 1. Et au final, on se retrouve dans l'étape 6 ou 6 ou 7, 6 ou 5 ou 6, pardon, avec comme critère prioritaire la charge de travail, la vitesse atteinte et la force des ischio-jambiers. Voilà, il n'y a plus du tout la notion de la douleur qui entre en jeu. Donc l'évolution des critères est bien montrée dans cette étude et l'utilisation de tout ça. Tu rééduques obligatoirement de manière différente un plié, un ailier, les skills, les exercices vont être différents s'il y a des protocoles poste par poste. Oui, oui, oui. Il y a des protocoles qui vont être différents, puisqu'en fait, un ailier va devoir faire beaucoup plus de sprint et de changements à haute intensité qu'un pilier. Un pilier va devoir avoir une position en mêlée qui est différente. Donc, en fait, si on revient, je vais essayer de revenir vite fait à mon... Je suis désolé, je reviens un peu en arrière. En fait, si on voit la ligne violette, là, le travail global, c'est des skills variés, donc qui au début va être un peu la même pour tout le monde. Et plus on va arriver vers le retour au sport, plus on va arriver sur du travail spécifique au sport, donc ça va être au foot ou au rugby ou au handball, enfin voilà, différents sports qui va être spécifique à son sport et qui va être de plus en plus spécifique même au niveau du poste. Un pilier va retravailler la mêlée avec les contraintes qu'il a. Un ailier va retravailler les coups de pied, un arrière va retravailler les coups de pied, le changement de direction à haute intensité, le travail avec des élastiques au niveau pour le jeu au pied, je l'ai déjà dit. Donc voilà, ça va être de plus en plus spécifique par rapport au poste auquel joue le joueur. Alors, pour les vitesses max, on va en parler juste après, vous inquiétez, on va en parler. Donc, je reviens sur ce qu'on en était là. Donc, cette étude-là, les critères qui évoluent. Voilà, la prise de décision en fait pour le retour au sport, on est sur ce schéma-là. Donc, avec des data objectives. Donc, vous voyez, on va prendre la première marche en fait là. Donc, en fait, on va regarder les symptômes, on va regarder l'historique, la nature des tissus un peu qui ont été lésés. On va passer à l'étape 2, donc au niveau du stress qu'on va mettre, le type de sport, la position du joueur. Si c'est un pilier et qu'il n'est pas monté à 95% de sa vitesse max, est-ce qu'on prend le même risque qu'un joueur qui joue derrière et qui fait beaucoup plus d'accélération et beaucoup plus de travail à haute intensité? Les tests fonctionnels, voilà, on va regarder tout ça. Et là, il y a une marche 3, la step 3, là, c'est le risque qu'on va prendre. Dans le sport de haut niveau, est-ce qu'on va prendre le même risque en début de saison ou en fin de saison, si c'est un match amical ou si c'est une finale? Est-ce que si c'est un joueur qui a besoin de jouer parce qu'il faut qu'il se montre, parce qu'il est en fin de contrat, est-ce que c'est tout ça va rentrer dans la prise de décision et elle va être prise collégialement en tenant compte de tous ces facteurs-là, mais en restant le plus objectif possible. On ne fera jamais reprendre un joueur qui veut jouer parce qu'il faut qu'il se montre, mais qui a un déficit de force de 50%, ce n'est pas possible. Euh, donc du coup, voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. C'est le schéma ce que je vous ai mis à côté. Beaucoup de facteurs rentrent en jeu dans le sport professionnel. Il y a l'athlète, donc c'est subjectif, qui lui veut faire des performances. Il y a le coach ou la structure qui mettent un peu des fois qui peuvent mettre la pression par rapport au contexte. Donc, s'il faut gagner des matchs, si c'est la finale, si c'est le meilleur joueur de l'équipe et que c'est la finale, est-ce qu'on va pas prendre le risque? On l'a déjà vu dans certains. Je prends l'exemple de Dimitri Payet il y a 2 ans en finale pour l'UEFA pour l'OM. Il a voulu jouer et en fait, il est sorti au bout de 20 minutes parce que c'est pas passé. Donc, du coup, voilà.
Je regarde les questions en même temps. Et puis à nous, professionnels de santé, et on a ces données objectives à donner à notre coach ou à l'athlète. Et c'est pour ça que d'avoir des valeurs, ça permet de marquer les choses. Ça permet de donner une, une, une vision avec voilà, l'athlète, il voit qu'il a 50% ou il voit que là, il a progressé. Donc, du coup, on va aller étape par étape et c'est très important qu'on garde ces données objectives et d'avoir le plus de données objectives possible. Les exemples de critères voilà, qui valident le retour au sport, je vous ai mis des exemples. Après, euh, peut-être qu'on ne sera pas d'accord, peut-être qu'on sera d'accord. Je n'ai pas la prétention de dire que ce que je fais, c'est mieux que tout le monde. Là-dessus, c'est plus voilà. La force avec le Nordic Hamstring. Donc là, on voit qu'il y a un déficit de moins de 10%, donc c'est acceptable, on peut le valider. Les tests fonctionnels, il peut y avoir un test avec le triple hop test qui peut être intéressant sur les ischios avec une poussée horizontale, donc avec une force horizontale qui peut être importante à travailler. Les vitesses, alors en club professionnel, on utilise les GPS qui vont nous donner les vitesses parce que chaque joueur est sous GPS à chaque entraînement, donc on va voir, c'est plus facile forcément. Par contre, il y a une application qui est très bien faite et qui permet, si vous avez un peu d'espace, un terrain, de faire recourir vos joueurs et d'avoir les vitesses max, d'avoir les forces horizontales de vos joueurs, de vos patients, de voir le profil de vos joueurs. Qui peuvent être très intéressants. Donc, cette application est facile à mettre en place une fois qu'on a un peu qu'on la manie un peu. C'est quelque chose qui est très bien. Sinon, après, si vous n'avez pas de GPS, pas de MySprint, un radar qui calcule la vitesse. Voilà. C'est différentes manières d'avoir la vitesse. La mobilité, la charge de travail. Donc, nous, on utilise ça. Donc, ce que je vous montrais sur le protocole de rééducation, on, on veut que le joueur, quand il reprenne, il a une charge qui soit identique aux joueurs qui ne sont pas blessés, en fait. Si on en fait trop peu, on voit qu'il y a un risque de blessure qui augmente avec une charge insuffisante de travail. Par contre, si on a une charge qui est trop importante, pareil, le risque de surmenage et du coup du surentraînement, donc un risque de récidive. Donc l'objectif, en fait, c'est de trouver cette charge optimale. Et pour ça, il faut la monitorer avec le RPE, avec le temps de travail qui vont qui vont pouvoir nous donner la charge de travail et avoir une charge de travail qui augmente petit à petit, mais qui, avec un objectif d'arriver aux mêmes charges de travail qu'un joueur au même poste, pas blessé en fait. Et du coup, au fur et à mesure, on va construire notre éducation par rapport à cette charge de travail, qui va être plus ou moins importante selon les joueurs et plus ou moins longue en fonction des joueurs et du suivi qu'on peut avoir. Il y a un test aussi qu'on peut utiliser, c'est le test psychologique. Donc, c'est un test de la. Vous avez vu que tous les critères de risque, il y avait aussi tout ce qui était stress, il peut y avoir tout ça. Donc, en fait, on a un niveau de préparation psychologique de la reprise du sport avec voilà, 6 questions qui sont notées sur 100 et le joueur répond. Et si le score est pas au-dessus de 50 à la fin du test, on pense qu'il n'est pas en mesure de reprendre psychologiquement. Donc, du coup, il faut lui redonner confiance. Donc, peut-être mettre des exercices qui vont lui redonner confiance, le remettre dans des situations qu'il a connues où il s'est blessé, du coup, il est réticent. Du coup, aller retravailler, par exemple, les zones de grattage, retravailler le sprint à haute intensité, retravailler les sauts, retravailler les coups de pied. C'est pour ça qu'il faut être multifactoriel et surtout proposer un programme adapté à chaque personne et surtout comprendre le mécanisme lésionnel et comprendre aussi les critères, les facteurs de risque de blessure et du coup pour redonner confiance aux joueurs. Tout ça pour dire, voilà, je vous ai mis une petite vidéo avec du Nordic Hamstring qu'on peut faire très facilement avec 2 dynamomètres manuels de Kinevent avec des blocs barres. Vous voyez, tout ça peut-être est vendu par Kinevent. Et du coup, si ça se lance bien, normalement, vous avez l'application qui se lance en même temps, donc le résultat, et la vidéo, pardon.
je vais vous la remettre. Voilà. Donc, du coup, avec un calcul de déficit, vous voyez droite-gauche, c'est assez lisible, assez facile à mettre en place. On met, voilà, tac, voilà, on a la fin du mouvement avec un déficit qui se marque de suite. Donc c'est assez appréciable et assez intuitif. Ça fait un petit moment qu'on en parle du coup, des ischios. Donc pour moi, en conclusion, je vous ai fait un petit schéma. Donc la rééducation des ischios, elle est complexe, ça c'est sûr. On ne sera jamais forcément tous d'accord sur certains trucs. Euh, il faut rééduquer les muscles, oui, les ischios, mais il faut rééduquer la fonction, donc la course. Ça, j'en ai assez parlé. Il y a un rôle très important de l'extension de hanche dans la course, donc des fessiers, des ischio-jambiers avec une notion d'extension. C'est pour ça que vous voyez très peu de travail analytique sur les ischio-jambiers pour ma part. Elle doit être multifactorielle parce que les ischios sont soumis à du stress qui est multifactoriel. Donc, du coup, il faut les remettre dans ce stress-là. Et surtout, elle doit être validée par des tests. Du coup, je vous ai mis un peu un petit résumé avec l'augmentation progressive de la charge, de la course, de la force. C'est un petit résumé de tout ce qu'on a vu. Donc voilà. En tout cas, si on fait tout ça, ben, on peut arriver au succès. Je sais pas si la première diapo du diaporama, c'était Usain Bolt qui était blessé. Et du coup, là, maintenant, il est victorieux. Donc, j'espère. Merci pour votre attention, en tout cas. J'espère que ça a été pour tout le monde, que vous avez pu tous entendre correctement. Pourquoi faire peu de travail analytique et la tester en analytique? C'est pour avoir une donnée pour suivre au début de la rééducation. Par contre, le test analytique, derrière, on est passé sur du Nordic Hamstring, donc c'est plus fonctionnel, et sur du MySprint qui utilise la force horizontale, donc qui est beaucoup plus fonctionnel au niveau de la force. Je pense et je reste persuadé que si on n'a pas de données objectives de début de rééducation, on peut ne pas être ne pas avoir un suivi optimal. Maintenant, si vous avez un moyen de calculer la force des ischio-jambiers blessés au tout début de rééducation sans être analytique d'une part, mais en même temps fonctionnel aussi avec le test McCall, je le prends. Il n'y a pas de problème. Si vous avez d'autres questions à poser, c'est sans problème maintenant. On peut en parler. Quelle opinion sur le physiotaping, K-taping en rééducation return to play? J'en utilise beaucoup. Ça permet de donner aussi un rappel proprioceptif parce que c'est la peau qui est très innervée, qui va donner beaucoup d'informations au cerveau. Et le cerveau joue un rôle majeur sur les blessures. Donc, pourquoi pas aider à redonner des informations et de guider des informations par du physiotaping ou du K-taping. Pas de problème là-dessus. Merci Jean-Vincent pour cette question. Est-ce que tu retrouves souvent lors des return to play une peur de se reblesser chez les sportifs? Alors oui, on en retrouve, surtout quand on leur parle de faire du sprint à haute intensité dans la rééducation. Maintenant, c'est bien rentré ça commence à rentrer dans les mœurs, dans le sport de haut niveau, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui utilisent les vitesses pour la reprise au sport. Mais je pense qu'il faut pousser vers là et surtout continuer à tester psychologiquement vos joueurs ou vos patients et leur demander leur ressenti et voilà, et augmenter comme ça. Fais-tu une différence sur les blessures proximales ou distales? Bien sûr qu'on fait une différence sur ces blessures-là. Il y a des ischios, c'est ce que j'expliquais, des ischios qui doivent être spécifiques. Il y a des ischios qui sont des exercices d'ischios qui sont spécifiques pour les hanches et des exercices qui sont spécifiques aux genoux. Le nordique est plus genou, par exemple, qu'un glutam raise qui va être plus au niveau de la hanche, ou qu'un bridging qui va être beaucoup plus sur l'extension de hanche, ou qu'un hip thruster qui va être sur l'extension de hanche. Un slider va être beaucoup plus sur des ischios avec la fonction plus sur le genou. Maintenant, il
il faut adapter notre programme par rapport au type de lésion, oui. Concernant la vitesse max, tu utilises les données collectées via MySprint ou notre test de vitesse spécifique. MySprint, si on a fait les tests de pré-saison, parce que si vous n'avez pas de test de base, ben, vous ne savez pas trop où en est au début votre patient. Par contre, si ça c'est par rapport à nous à la vitesse max, on les a tous les jours. Donc voilà. Après, test de vitesse spécifique avec un radar et sur un 30 mètres ou 40 mètres, c'est possible de voir. Maintenant, c'est très compliqué, je pense, à appliquer en cabinet libéral. Ça, parce qu'on n'a pas les données avant blessure pour faire les tests retest. Que penses-tu du travail de la force verticale à travers un début de rééducation? La force verticale, oui, il faut la travailler parce qu'elle fait partie intégrante aussi de la force qu'on va mettre au sol après pour courir. Mais les ischios sont quand même un gros vecteur de force horizontale. Et du coup, travailler en force verticale veut dire qu'on va moins travailler sur la force horizontale. Or, ça peut nous permettre d'être actifs très tôt parce que du coup, on va mettre moins de contraintes sur les ischios. Mais je pense qu'il faut aller vers l'horizontalité très tôt. L'isocinétisme dans tout ça, en club pro, tu as peut-être accès facilement. Alors oui, hein, l'isocinétisme, on a accès au club assez facilement. On teste nos joueurs en pré-saison et dès qu'ils ont été blessés sur une longue blessure sur le membre inférieur. Après, ça reste un test qui n'est pas pour moi fonctionnel dans la position assis et en flexion de hanche, flexion de genou. Maintenant, ça fait partie d'une batterie de tests et ça ne doit pas être juste le test qui valide ou pas. Je pense qu'il faut faire une synthèse de tous les tests et rester sur le fonctionnel. Après, c'est pareil, hein, ça reste mon opinion. Après, il faut voir ça et on peut en discuter après. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Je ne sais pas, ça s'affiche tellement des fois. Voilà. Voilà, si vous avez d'autres questions, on peut continuer à en parler. Maintenant, vous me dites. De toute façon, on essaiera de répondre à toutes les questions qui ont été. L'ISO en rééduque, j'en reviens à la même chose. Pourquoi pas? Maintenant, est-ce qu'on peut atteindre des vitesses élevées sur l'isocinétisme en excentrique et dans la position de la course en étant fonctionnel? Moi, je n'utilise pas d'isocinétisme dans la rééducation. Je sais qu'on a un gros penchant pour l'isocinétisme en France. Maintenant, est-ce que ça reste quelque chose? Je pense que le fonctionnel et les exercices, avoir des objectifs d'exercice en fonctionnel peuvent être quelque chose de très important. Est-ce qu'on peut avoir accès aux diapos? Il faudra voir avec l'organisateur de ce webinar. Je sais que vous pourriez peut-être le revoir, il va être rediffusé à un moment donné. Donc si vous voulez regarder les diapos, après voir avec K1Vente si vous voulez qu'on se mette en relation pour en discuter, il n'y a pas de problème. Hop. Il y a d'autres questions qui arrivent. Quand est-ce qu'on rencontre la contraction isocinétique dans le monde réel? C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas besoin forcément d'isocinétisme. Après, on les teste. Ça nous donne aussi la possibilité d'avoir des données
d'avoir des datas et de pouvoir les comparer et d'avoir c'est un test qu'on a. Mais c'est sûr qu'on n'aura pas de contraction isocinétique dans le monde réel. On va pas, je pense qu'on ne va pas assez vite en excentrique sur la machine pour être très fonctionnel et très spécifique. Voilà. Voilà. Merci Jean-Vincent d'avoir partagé des images pour tout le monde. Voilà, donc on va mettre fin à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu et que ça a été assez clair. Maintenant, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser ou voir avec Invent s'ils peuvent vous mettre en relation avec moi, on pourra en reparler. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas et passez une bonne soirée. Allez, je vais couper le webinar et je vous remercie d'avoir été présent jusqu'au bout.